C'est-à-dire, on allait à l'école communale et on poussait jusqu'au bout, au maximum. Le maximum, c'est le minimum était le certificat d'études. Mes parents tenaient absolument à ce que nous ayons une instruction régulière et très poussée. Alors donc, soit ma mère, soit mon père étaient très attachés à ce que nous soyons les premiers. C'est le cas d'eux. Et vous étiez les premiers? Oui. Donc vous aimiez l'école? Moi, oui. Moi, oui, et mon frère aussi. D'ailleurs, mon frère, après, a quitté en 1945, parce que nous avions quitté Marseille. Pour aller où? Dans le Var. Parce qu'à Marseille, il y a les bombardements, tout ça. Donc, on avait des parents de par ma mère qui étaient dans le Var. Et nous sommes allés dans le Var à ce moment-là, quand il y a eu le changement de direction des partis, quand l'Italie a quitté l'Allemagne, c'est-à-dire en 1942, et qui est tombée la ligne de démarcation, puisque la ligne de démarcation est arrivée jusqu'en novembre 1942, et là les Allemands ont la ligne de démarcation. Ça, c'était important pour nous. La ligne de démarcation, c'était l'endroit où on pouvait encore se sentir libre. Alors, il y avait beaucoup de gens qui avaient passé par le nord et se faisaient recevoir par des parents dans le sud. Bon, entre autres, il y avait les juifs, bien fait ça. Nous, pour nous, oui, moi je me rappelle très bien, par exemple, dans la destruction du Vieux-Port. Parce que la destruction du Vieux-Port, tout le monde qui n'était pas concerné allait voir. Moi, j'habitais à Belle-de-Mai, il y avait la Cannebière à descendre, on s'arrêtait, puis on voyait sauter les immeubles. C'était les Allemands qui avaient fait sauter tout le quartier de derrière la mairie, qui a été reconstruit par Pouillon en 1945. Non, c'était un truc concerté qui faisait à la destruction, qui avait été amené à la destruction d'un pays d'un quartier qui était devenu insalubre par les Allemands et par d'autres. Donc ils en ont profité pour le faire sauter. Un peu comme à Varsovie pour le ghetto. Je vais arriver sur le chapitre de la guerre dans peu de temps. J'aurais voulu savoir un petit peu à quoi ressemblait votre maison, la maison dans laquelle vous habitiez. Ah, moi, c'est une maison indépendante. Il y avait un jardin, un grand jardin d'ailleurs, parce que nous étions en bordure de la Belle de Mai. À ce moment-là, la Belle de Mai, c'était la bordure extrême de la cité. Parce qu'après nous, il y avait la manufacture de tabac qui était une grosse entreprise, puis il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus que des villas, enfin c'était des villas, on pourrait appeler ça des villas. C'était des maisonnettes avec un petit jardin où on habitait, où on faisait, voilà. C'était un peu le genre banlieue, ça allait jusqu'au chemin de fer qui était récent d'ailleurs, parce que le chemin de fer à Marseille n'est pas si vieux que ça, puisque c'est au 19e siècle, dans les années 1848. Mais on arrêtait là, et puis derrière, c'était Chute-la-Vie. Alors Chute-la-Vie, c'était carrément la campagne. Alors, nous avions notre propre chambre. Parce que, bon, c'est une petite maison, on avait assez, quoi. Avec le confort moderne ou... Moderne, non. Le moderne, ça n'existait pas à cette époque-là. Le moderne, c'était les meubles qu'on voyait sur le catalogue et qui s'appelaient Sullivan, comme ça. C'est ça, on allait, c'était le grand magasin de meubles qui vous vendait tout, la salle à manger. Et, vous savez, c'était le bahut de porte, le bahut de corps qu'on mettait dans la cuisine, parce que ça à manger, c'était réservé un peu à la bourgeoisie, mais dans les gens qui travaillaient, c'était le buffet était à l'endroit où l'on vivait. On vivait dans la cuisine.
La cuisine, c'était pas sommaire, mais c'était spécial d'ailleurs à Marseille, si on parle de cuisine. Par exemple, il y avait l'évier, ce qu'on appelait. L'évier, c'était de la pierre de cassis. Ça avait la spécialité de la pierre de cassis. Parce que c'était un grès très dur. Et donc les seuils et les seuils de maison étaient en pierre de cassis. C'était une pierre qui était polissée comme le marbre. Et on en faisait des éviers, c'est-à-dire qu'on creusait. Alors ça s'appelait pas l'évier, je suis en train de chercher un nom. Bon. Et ensuite, à côté, nous avions où on faisait le feu, c'était j'aurais dû préparer ça. C'était un truc en fonte, 4 coins, et on mettait le charbon de bois dessous. Et ça faisait... Donc ça, c'est ça qu'on... Voilà. Quant aux produits frais, c'était ce qu'on appelait les glacières, que l'on mettait dans un coin où il y avait de l'ombre. Et alors, les glacières, on prenait ce qu'on appelait la glace. C'était une entreprise qui était boire de plombière, qui s'appelait les glacières de Paris, qui passait dans tous les bars et laissait des morceaux de glace à la demande. Et nous, enfin, ils se faisaient tailler des petits morceaux, les emporter. C'est-à-dire qu'on avait le froid artificiel par ces glacières, les glacières de Paris. Combien de temps vous les conserviez? Ah ben ça dépendait. Si vous le mettiez dans un oriflamme, c'était pour... Puis il y avait l'astuce. On faisait par exemple pour conserver le frais des bouteilles, ben, c'était trempé si vous aviez un puits. Par exemple, mon père étant marais, connaissait tous les jeux de cordage. Il entortillait, il enveloppait les bouteilles dans un jeu de cordage de crin. Ça fait que ça conservait, et on trempait nos bouteilles, elles étaient toujours fraîches. Il y avait le puits, c'était en bas, on montait la bouteille. Et à manger, est-ce qu'il y avait une spécialité à la maison? À la maison, c'était le poisson. Alors le poisson, alors ce qui est curieux, c'est que la bouillabaisse, c'était le produit qu'on mangeait le mieux. Parce que la bouillabaisse venait, les poissonniers à Marseille distribuaient dans les quartiers avec généralement un charreton tiré par un âne, je dis un âne parce que c'était un âne. Et quand ils arrivaient en bout de la tournée, où ils avaient alimenté les quartiers bourgeois qui étaient le boulevard Longchamp, le boulevard national, qui était la bourgeoisie qui s'est installée là. À partir de 1933, c'est là où s'est installée la bourgeoisie avec l'ouverture du boulevard Longchamp, qui était, et donc le palais Longchamp, qui a été le palais pour l'arrivée des eaux de la Durance à Marseille. Bon, là, il y a beaucoup à dire. Bon, et donc, les commerçants qui étaient itinérants, comme les épiciers, ceux qui venaient vendre des légumes, tout ça, et le poisson était par exemple distribué à la criée au Vieux-Port. Alors, ils distribuaient le poisson en montant au fur et à mesure. Quand il arrivait dans les quartiers, comme la Belle de Mai, il restait ce qui faisait la bouillabaisse, c'est-à-dire le poisson invendable. Invendable pour le poisson. Mais nous, ça nous faisait cette fameuse bouillabaisse qui est connue, qui est faite qu'avec les poissons restants. Ça réussissait de les répartir, les poissons qu'il fallait faire cuire rapidement. Enfin, il y avait une question de cuisson, puis on mettait du safran, on mettait des épices, et c'était le plat du vendredi en principe. Ça. Alors comme ça, c'est un plat royal. Et c'est nous, on prenait tout. Vous preniez le panier. Alors il y avait aussi bien des sardines que des rascasses. Alors on se mettait avec plusieurs voisins des fois. On
prenait tout le reste. Il y avait une vie de quartier. Très importante. Très, très. Tout ce qui venait de l'extérieur, par exemple, l'alimentation des légumes se faisait par Château-Gombert, à l'eau. C'était ce qui alimentait Marseille en légumes frais. Par exemple, à l'eau, c'était la Plaine, le quartier de la Plaine, qui était où on vendait les légumes venant de l'eau directement, puisque c'était en vue directe à l'eau. Le matin, ils descendaient et ils étalaient leurs légumes. Voilà. Ensuite, comme spécificité à Marseille, Spécificité, vous l'avez bien dit. Vous aviez par exemple ce qu'on appelait les picons. Ça, c'est à retenir. Picon, c'était un apéritif. On appelait ça le picon amer. Et il était fait qu'avec les écorces des oranges venant d'Algérie. Alors, il y avait de grands ateliers, notamment un qui était au bas du boulevard national et qui donnait sur le boulevard Longchamp, où il y avait un tas de jeunes femmes qui étaient pelées au couteau, faisaient tomber cette peau, et la peau seule était utilisée. Et ce qui restait de l'orange était vendu sur les marchés à titre de picon, ce qu'on appelait le picon, et c'était vendu au tiers du prix qu'on aurait acheté pour les oranges. Et nous, ça nous était égal parce qu'on ne mangeait pas l'orange, on ne mangeait pas l'écorce. Donc, on avait les oranges, ça, les oranges, c'était le peu. Ça, les oranges, la morue aussi était. Alors, parce que Marseille, tout en n'étant pas port où il y avait des pêcheurs de morue, les pêcheurs de morue de Bretagne venaient vendre le poisson à Marseille. Je vous explique, c'est quand la pêche à la morue, surtout à Saint-Pierre-et-Miquelon, durait plusieurs mois, jusqu'à 8 mois. Et les derniers arrivés n'avaient plus la vente pour mettre en conserve en Bretagne et tout ça. Donc ils descendaient en Corse et à Marseille pour vendre les morues salées. Parce que la morue était salée pour conserver. Voilà. Donc Marseille était quand même un port morutier, tout en n'ayant pas de pêcheurs à la morue. Et par rapport au dessert, aux pâtisseries, est-ce qu'il en avait chez vous? Ah, les pâtisseries, oh non, on faisait à l'occasion. Moi, je pense que ma mère faisait les pâtisseries qu'elle connaissait. C'était une très bonne cuisinière, donc on avait, qu'est-ce qu'on avait, des flammes, des trucs comme ça. Pour ça, c'était. Est-ce que vous vous souvenez de la présence de l'alcool? Est-ce qu'on en consommait beaucoup? Ah oui. Alors, il y avait ce fameux picon qui s'appelait picon. Alors, le picon, c'est fait avec. Et puis, est apparu l'anis. Alors, l'anis existait auparavant, mais celui qui l'a vulgarisé, ça a été Ricard. Le premier qui a distribué à la Belle de Mai les tonneaux, et lui-même faisait la distribution, il laissait un tonneau dans chaque bistrot, enfin voilà, charge à eux de le faire consommer. Alors moi j'ai vu très bien monter la consommation de l'anis. Mais avant il y avait le Pernod, il y avait tout un tas d'anis qui maintenant ont disparu. Mais c'était pas l'anis que l'on connaissait après la guerre, ni juste avant la guerre. Parce que ça, l'anis Ricard, c'est Ricard vraiment qu'on connaît dans les anis. Et on avait cet amer picon qui était fait justement avec ces peaux d'orange, mais j'avais qu'un alcool, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas la recette. L'anis était différent, vous pensez, autrefois, au niveau du goût? Ah, certainement. Puis il y avait surtout
c'était des alcools qui... L'alcool, ça ne se traitait pas comme maintenant. Les gens qui montaient, bien souvent, ils avaient des parents dans les milieux ruraux. Quand on montait en milieu rural, on descendait avec... Parce qu'ils avaient droit à faire du vin, mais la province n'était pas un pays viticole, il faut dire ce qui est. C'est maintenant que c'est devenu. À cette époque-là, vous aviez le vin ordinaire. Et après, là, je vais vous dire une chose, c'est le développement de Marseille en rapport à ça. Donc, c'est développé ces années qu'on a fait avec le bière, par exemple, le Porto, vous voyez, qui venait du Portugal, tout ça, mais c'était des alcools étrangers. Alors, ce qu'il y a, c'est que Marseille a gagné en alcool lors de la récolte Kent d'Algérie en 1836. L'Algérie a été conquise et on a exploité le produit viticole de l'Algérie, qui était la vigne. Et ça a permis, alors, mais ces vignes cultivées en Afrique du Nord étaient trop riches en sucre. C'était les villes de Mostaganem qui étaient très sirupeuses. Par contre, dans l'Hérault, ils produisaient un vin qui était de la clairette, qui était de la bébine et qu'ils n'arrivaient pas à exploiter. Donc, ils ont fait sous la cathédrale, par exemple, il y avait les chais où les vins venaient de Sète pour être mélangés à ceux venant d'Algérie. Et le mélange se faisait là. Ce qui a donné un vin, juste un peu avant la guerre, on avait du vin buvable, de 8 à 10 degrés. Vous en consommiez vous-même, même en étant enfant? Non, jamais. Alors là, c'était strict. Pas d'alcool. Alors, il y en avait qui... Alors, ce qu'on faisait, c'est que les jours de fête, on lampait les culs des petits. Les hommes buvaient. Nous, étant petits, on raflait, on lampait l'alcool. On fait ça, c'était un amusement. Ou bien on nous donnait la goutte pour faire connaître ce que c'était. Puis surtout, on nous disait, surtout n'en bois pas. Mais on nous avait déjà dit. Mais en fait, c'était surtout l'anis, et c'était des alcools régionaux, quoi, qui se rapprochaient du Cap. Vous voyez, c'est très sucré. C'était... Bon, ça, je ne peux pas... Allez, je ne sais pas plus. Et par rapport aux fêtes, Noël, tout ça Bon, c'était les fêtes. Alors, il y avait ceux qui étaient catholiques. Alors, à Marseille, en principe, il y avait une grande disproportion, parce qu'il y avait des quartiers qui étaient vraiment catholiques, comme les vieux quartiers, qui étaient carrément dirigés par, on peut dire, l'église romaine. Et ensuite, il y avait les quartiers comme la Belle de Mai, qui étaient des quartiers révolutionnaires. Notamment après, ce qu'il faut parler aussi, c'est la guerre d'Espagne en 1956. C'était un bouleversement pour Marseille, parce qu'on a reçu des réfugiés républicains espagnols. Ça a tout changé. Ça a changé parce qu'ils ont été employés, sous-employés même. Par exemple, pour la culture du riz en Camargue. C'était l'époque où on a cultivé intensément le riz en Camargue, parce que la main-d'œuvre, ils venaient s'abriter en France, donc on leur offrait des baraques, mais en même temps, on leur demandait de... Ensuite, il y a eu les Arméniens. En 1925, les Arméniens, chassés par les Turcs, sont venus, ça a fait des communautés. Par exemple, il y avait des quartiers à Marseille où il n'y avait que des Arméniens, notamment pas loin d'ici, où il y a encore des Arméniens. Et justement, est-ce que cette vie en communauté, elle était déjà... Elle était partagée. Elle était partagée, vous ne pouviez pas vous mélanger, c'était compliqué? Non, les Arméniens restaient les Arméniens. Puis ils avaient leur métier, par exemple. Les Arméniens, on les trouvait dans les marchands d'œufs, c'est couillon, quoi. Et dedans les cuirs. C'était eux qui faisaient... Dans la chaussure, il y avait beaucoup de cordonniers. Après, ils se sont dispersés, comme tous. Après, on les a retrouvés dans tout. Hein. Moi, j'ai eu des patrons arméniens
ils ont été de grands constructeurs, quoi. Mais enfin, quand ils débarquaient, ben, ils prenaient ce qu'il y avait. Et donc, et surtout comme c'était les commerçants, les tapis, les cuirs, et puis ils travaillaient dedans les fonderies aussi. Parce qu'on avait des fonderies à Marseille. Fonderie industrielle qui était très, très importante, qui était au boulevard de Plombières. Il y avait 2 fonderies, notamment une qui avait fondu les hélices du Normandie, qui était un record. L'hélice faisait 9 mètres de diamètre, elle était en bronze, ça avait été un record. Il y avait 4 hélices, ou 6, 4 et 2 de réserve. Par rapport à, dans votre cas personnel, par rapport à Marseille, quand vous étiez jeune, quand vous aviez autour de 10 ans par là, j'imagine, bon, c'était déjà la guerre, mais comment vous viviez Marseille? Est-ce que vous étiez libre d'aller courir, d'aller vous balader? Ouais, on était libre, mais seulement quand se faisait attraper, c'était pas la main, c'était le coup de pied au cul. Et c'était le grand coup de pied au cul qui vous faisait traverser la rue. À tel point que quand ça devenait trop, c'était les parents qui allaient attraper celui qui... Mais des bêtises, je peux vous en raconter, mais nous on faisait dérailler le tramway. Ça c'était notre spécialité. Dérailler quoi? Le tramway. Ça c'était notre spécialité. Il y a à la Belle-de-Mai, le 34, fait un angle droit au droit des écoles. Et avant, pour faire passer les tramways au moment où ils devaient changer de voie, c'était le mécano qui était à côté du chauffeur, qui avait une canne en ferraille, qui allait dedans l'appareillage et faisait venir au moment où la motrice était passée, faisait accoler la voie qui devait être, alors automatiquement, la remorque suivait. Et nous, quand on pouvait avoir une canne comme ça, mais on se mettait de l'autre côté, quand le type y croyait, il remontait, puis hop, ils allaient à 5 à l'heure, quoi. Mais la remorque, elle filait sur les pavés. Alors ça, généralement, quand ils nous attrapaient, c'était au coup de pied au cul, ou la gifle. Mais souvent, ça se passait il y avait toujours des camionneurs qui étaient en train de boire, et c'était toujours plein, les bars. Parce que c'était dans les bars qu'on traitait beaucoup d'affaires. Alors ils sortaient et ils aidaient. Alors ils faisaient bras de levier, ça prenait 2 secondes. Ça emmerdait tout le monde. Mais voilà. Et après on avait droit à l'école, en disant, le directeur faisait un speech sur les gens qui ne fallait pas empêcher au travail. Voilà. Ça c'était un de nos amusements. Ça et faire tomber les blocs de glace. Alors ça c'était courant, les trucs de gosses. Par exemple, il y avait des arachides. Les arachides passaient au boulevard de Plombières. Et pour garnir les camions, c'était ce qu'on appelait, ils étaient garnis à la bille, c'est-à-dire on mettait les sacs et on billait. C'est-à-dire que la cargaison était à... Et nous, on avait des roseaux. Et nos arachides, pour nous, c'était intéressant. Et on coupait la main. Et puis on allait dessous, la dernière. Et puis on faisait couler. Alors on ramassait nos... Mais seulement, ce qui est arrivé, c'est que quand le sac il était vide, c'était le sac d'en dessus qui descendait. Alors des fois, le camion, il était obligé d'arrêter, de retour remonter. Alors ça, quand ils nous attrapaient, ça leur faisait pas plaisir. En fait, c'était pas un amusement, mais quand on le faisait, quand on voulait des cacahuètes. Alors des fois, on se trompait, il y avait des arachides qu'il fallait pas faire. Alors là, comme on dit, toute la classe avait la cacaille. Vous saviez tout ce qu'il y avait couru après les camions. Quoi. Pourquoi? Et parce que ça donnait la diarrhée. Et parce qu'il y a des arachides qui sont comestibles et d'autres qu'il faut faire très attention. Et nous, on n'avait pas de distinction. On allait sur le premier. Bon, pour nous, c'était
Ben, déjà, le fait de l'avoir pris, ça a constitué, quand vous êtes gosse, que vous avez quelque chose qui vous était interdit, que vous pouvez le prendre, ça constitue un trophée. Et nous, c'était acquis. Après, on se le partageait à l'école. À l'école, le lendemain, on savait qui avait mangé les cacahuètes. Par rapport aux distractions à Marseille, donc vous aviez... Alors, distraction, il y avait ça, il y avait les boules. Alors, c'était des boules cloutées, moi, quand j'étais jeune. C'était pas les boules entières. C'était des boules en bois, et dedans, il y avait des petits clous qui t'enfonçaient. Alors, quand ça éclatait, ça éclatait. Mais la boule est... Par contre, la pétanque, moi, quand je suis né, elle sortait à peine, puisqu'elle est sortie en 1934. Elle est sortie à la Ciotat. Le temps qu'elle vienne à Marseille, ça a été long, quoi. Mais on jouait quand même. Alors, on jouait au milieu du boulevard. Hein. Ce qui est exprimé dedans ma rue, le camion s'arrêtait. On mesurait un point. C'est pas lui qui passait. Parce que il avait tout le quartier. Sur lui, il veut participer. Donc il s'arrêtait lui aussi. Et il s'arrêtait lui aussi, il descendait à la discussion. Ça fait que dans les endroits où on jouait au boule, les camions évitaient justement d'y passer. Vous aviez tout le boulevard pour vous. Ouais, le boulevard. Alors les boules, c'était dramatique parce que, enfin dramatique, non, j'exagère. C'était que le soir, par exemple, quand il faisait beau l'été, on se mettait d'un trottoir à l'autre et on jouait. On mettait les boules et on tirait sur les boules. Savoir au fer. Enfin, il y avait différentes catégories où on l'attrapait au fer, où on l'attrapait au robot. Seulement, quand quelqu'un passait qui n'avait pas vu, il prenait la boule en pleine tête. Bien souvent, ça arrivait souvent. Les accidents de boule, c'était courant. Et puis, dans les arrières bistrots, il y avait toujours un jeu de boules. À Marseille, que dans le boulevard où j'habitais, il y en avait 4. Alors ça faisait des clubs. Il y avait la boule bleue, il y avait... Vous voyez, ils se rencontraient entre bistrots. Vous alliez souvent au bistrot? Ah non. Non, moi, surtout mon père et mes parents, ne voulaient pas que j'y aille. Ils ne voulaient pas du tout. Alors ce qu'il y avait, c'est que l'alcool étant interdit de commerce, c'était les anciens qui nous envoyaient avec des petites bouteilles chercher l'alcool chez le pharmacien. On prenait l'alcool à 90 chez le pharmacien. Et lui, il se faisait l'anis avec des graines d'anis, et puis il se faisait ce fameux anis. Qui était l'anis. Alors chacun, il y en avait qui était plus ou moins fort. Il y en avait que ça faisait exploser la gueule, quoi. Alors voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'à Marseille, il existait déjà cette folie un peu du football? Alors, non, ça existait. Mais dans le quartier, généralement, ça s'est développé bien un peu après la guerre, un peu avant la guerre. Parce qu'avant la guerre, après 1936, s'est développé les sociétés sportives dans les entreprises. Alors c'est là où s'est développé d'ailleurs Saint-Étienne. Saint-Étienne est parti d'une équipe de foot. Renault. Nous, on avait les aciéries du Nord. C'était grâce aux grandes entreprises qui avaient mis sur pied des équipes de sport, même pas que de foot. Il y en a de très grandes équipes qui n'étaient pas que de foot. Vous aviez 10 ans, non un peu moins, vous aviez 8 ans quand la guerre s'est déclarée. Voilà. Est-ce que vous avez un souvenir du début de la guerre? Oui. Et alors, j'ai eu un souvenir d'abord, j'ai eu le souvenir que tous les anciens avaient déjà fait la guerre de 14. Ils n'étaient pas vieux, hein. Ils avaient 42 ans. Et ils repartaient, alors ils n'étaient pas repassés dans un quartier. Eux, les souvenirs, ils étaient récents. Et je me souviens qu'ils disaient, oh, ça va pas durer, c'est ça. Mais le dimanche, par exemple, ils avaient la permission, avant de prendre le train,
ils venaient, alors il y avait tous les jeunes hein, qui étaient mobilisables, qui venaient montrer dans quel endroit ils étaient. Alors, il y avait toute la prononciation. Et puis c'était le temps des premiers postes de radio. Alors dimanche matin ou samedi matin, celui qui avait le poste de radio le mettait sur la fenêtre de manière que tous les voisins puissent entendre. Alors il se faisait au rasoir, en même temps qu'il se rasait, on écoutait des informations. Alors en 1940, je me souviens, d'un bombardement inédit que personne ne parle. Ça a été un samedi matin, et des avions allemands sont venus sur Marseille et ont pris en enfilade le quartier où j'étais. Ils ont bombardé, et ils ont bombardé avec leurs canons de 37. C'était pas important. Mais ils avaient coulé un bateau, pas coulé, mais le fait un bateau qui se trouvait à l'Estac, qui était chargé de coton. Parce qu'avec le coton, on fait du fumier-coton. Et il y avait l'usine de fabrication de munitions qui était à l'Estac. Donc le bateau était en train de charger. Ils l'ont attaqué et mis le feu. Il avait été tiré au large pour pas foutre le feu à l'entreprise et il a brûlé pendant. Il a coulé au large. C'était je me souviens plus exactement. Et ça, on n'en parle pas à Marseille. Pour ça, c'est vrai. Pendant 8 jours, le bateau a flambé. Voilà. Ça, c'était la première approche de la guerre. Après, les Allemands ne sont venus à Marseille qu'en 1942. Parce que nous étions en zone, nous n'étions pas en zone occupée. C'est quand ils sont venus pour prendre la flotte en novembre 1942 qu'ils ont passé la ligne de débarcation, qu'ils ont rompu le traité, ils ont débarqué à Olioul et la flotte s'est faite sauter. Et par la même occasion, les Italiens ont, avec le général Badoglio en Italie, a changé de veste et s'est tourné vers les Anglais qui commençaient à prendre Rome et ils ont fait. Donc les Italiens sont devenus les ennemis des Allemands du jour au lendemain. Est-ce que vos parents vous avez un petit peu expliqué le contexte de la guerre? Est-ce que vous tout le temps, ils lisaient les journaux. Vous réalisiez vous-même à cet âge-là? Ah oui. Mon père avait fait la guerre de 14 ans. Il vous en parlait de ça? Ah oui, et puis il avait été mobilisé là. Ah, il parlait tout le temps. Tout le temps, c'est là que j'ai appris la géographie, parce que on suivait l'avancée des troupes, par exemple les Russes ou les Allemands. Chez moi, il y avait un atlas, et mon père, qui connaissait très bien ces coins, puisqu'il avait fait la guerre aux Dardanelles notamment. Et donc il avait fait la guerre de 14 avant la guerre. Donc il connaissait très bien le coin. Qu'est-ce qu'il en disait de cette guerre? Ah ben mon père, il a participé. Jusqu'en 1942, il a été mobilisé, enfin, il était mobilisé, puis il était mobilisé, puis mobilisé. Chaque fois, on le rappelait à Toulon, qu'il est son quartier, comme il était dans la marine. Et quand en 1942, il y a eu le sabord de Mordal, il est parti de l'autre côté carrément. Vous avez souffert des restrictions? Oh là là, et longtemps. Bien avant tout le monde. Marseille, c'est une ville qu'on a, dès que la guerre s'est déclarée, on a eu des restrictions. Parce qu'on recevait les troupes, enfin je dis ça, mais c'est peut-être pas l'exact, les troupes coloniales, c'est-à-dire qui venaient. Et ces troupes coloniales, on leur réservait le ravitaillement. Alors vous aviez les Sénégalais, vous aviez les Algériens, vous avez les troupes africaines qui venaient. Et on mangeait sur ce qui devait arriver à Marseille. À tel point qu'ils avaient des chevaux, par exemple. Nous, on ne connaissait pas ça. Ils mangeaient des caroubes. Je sais pas, vous savez ce que c'est, les caroubes? C'est une espèce de légumineuse qui a le goût du chocolat et qu'on donne aux chevaux. Et nous, on allait dans le sac qu'ils avaient pour manger et on volait les garoubes aux chevaux pour les manger, pour vous dire.
Alors là, c'était la diarrhée garantie le lendemain. Mais on avait mangé du chocolat. Ça avait le goût du chocolat. Mais d'ailleurs, maintenant, ils les mettent dans les gâteaux. Pâtisserie.